Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir. Dans le cadre des Jeudis de l'environnement du CNAM, nous allons vous présenter un sujet intéressant sur les tremblements de terre. Alors vous savez tous que ces tremblements de terre sont dévastateurs. Chaque année, il y a des séismes importants qui dévastent le paysage, mais également qui sont extrêmement meurtriers. Nous avons des exemples encore de l'année dernière d'un séisme majeur qui a quasiment détruit l'économie d'un pays. Donc nous vous proposons ce soir d'aborder ce sujet. On peut en parler très longtemps. Donc, on a prévu d'aborder deux sujets principaux. D'abord, est-ce que la France est à l'abri de tremblements de terre? Et si oui, quels peuvent être les dangers, quelles peuvent être les agressions sismiques auxquelles nous pouvons être confrontés? Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études sur ce sujet-là, et donc nous allons vous présenter ce qu'on appelle l'aléa sismique et les règlements associés. Alors ce sera on fera ça de façon générale, de manière à ne pas rentrer dans le génie parasismique avec toutes ces méthodes de calcul. La deuxième partie sera également consacrée au génie parasismique. Quelles sont les méthodes simples, compréhensibles par tous, pour se protéger le mieux possible, protéger les habitations, les bâtiments d'un tremblement de terre. Donc là aussi, on abordera ça de façon assez simple, mais il y a des règles là qui sont assez intéressantes. Alors pour ça, j'ai le plaisir et l'honneur d'inviter M. Wolfgang Jalil. Alors je pourrais passer 45 minutes à faire sa présentation, donc je vais être quand même assez synthétique. M. Jalil est ingénieur expert en construction parasismique. Il est professeur à l'école des ponts et chaussées. Il est ancien président et membre de l'Association française de génie parasismique, l'AFPS, et président du comité de rédaction de la norme française de construction parasismique des bâtiments. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages dans le domaine et également conférencier dans de nombreux colloques et congrès. Moi-même, Francis Guimard, je suis professeur au CNAM, titulaire de la chaire de bâtiments publics et également chargé de l'enseignement de génie parasismique. Donc maintenant, je passe la parole à M. Jalil qui va vous présenter ces deux sujets intéressants. Merci M. Guimard. Donc je voulais d'abord vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous dans cet amphi. Je suis assez ému d'être dans ce majestueux amphi où je viens d'apprendre que l'empereur siégeait également. Voilà. Donc je vais présenter un peu, je vais vous sensibiliser au risque sismique. Peut-être pas tout à fait dans le même ordre que M. Guimard, parce que je vais parler d'abord de quelques généralités, et puis j'arriverai ensuite au cas évidemment de la France pour parler des conséquences de l'arrêté du 22 octobre 2010. Mais auparavant, je pense que parmi vous, vous avez beaucoup de personnes qui ont eu la chance de ne pas subir de tremblement de terre. Et donc, pour vous sensibiliser un peu en live au tremblement de terre, je vais vous présenter une partie d'un film, juste pendant près 4-5 minutes. Alors, voilà. Et c'est déjà, quand sont nés les volcans et les tremblements de terre, un processus qui se poursuit toujours. Selon la légende japonaise, c'est un poisson-chat géant sous la mer qui, en agitant sa queue, provoque les tremblements de terre. On sait aujourd'hui que les tremblements de terre au Japon résultent de la fracture d'une énorme plaque tectonique qui plonge sous une autre. Tokyo se situe sur 4 plaques distinctes. Pendant des siècles, le volcan Mihara est entré en éruption 5 à 10 ans avant la plupart des grands tremblements de terre de Tokyo. La dernière alerte de Mihara remonte à 1986. À Tokyo, la terrifiante question n'est pas de savoir si un grand tremblement de terre va survenir, mais quand.
à Los Angeles, le Big One se fait attendre. Dans ce nouveau centre de préparation aux catastrophes qui a coûté plusieurs millions de dollars, on enseigne quotidiennement aux citoyens de Tokyo les techniques de survie pendant un tremblement de terre. C'est une visite très prisée des écoliers, généralement ravis d'embarquer dans ce simulateur, l'un des plus avancés du monde. Les étudiants apprennent à fermer les arrivées de gaz, à ouvrir les portes et à trouver un endroit sûr pour s'abriter jusqu'à la fin de la secousse. Un exercice de réalité sismique virtuelle. La visite guidée comprend également une simulation sur grand écran de ce que sera le prochain grand tremblement de terre de Tokyo. Cet hôtel a été érigé à la mémoire des victimes du dernier grand tremblement de terre de Tokyo. Il s'élève à l'endroit même où, en 1923, 40 000 personnes, serrées les unes contre les autres, s'étaient réfugiées pour échapper aux incendies qui faisaient rage à travers la ville. C'est ici que ces 40 000 personnes sont mortes brûlées vives, cernées par les flammes. Le gigantesque tremblement de terre avait frappé sans prévenir. Les incendies éclatèrent pendant la secousse qui dura 5 minutes entières. En quelques heures, la plus grande partie de Tokyo devint une véritable fournaise. Près d'1 million de gens se trouvaient tout à coup sans abri. 142 000 personnes tombèrent à mort. Ce fut le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire du Japon qui réunit la plus grande partie de Tokyo à l'état de ruine. Aujourd'hui, les habitants de Tokyo amateurs de sensations fortes peuvent faire l'expérience du séisme de 1923. Au centre de la science sismique à Tokyo, un dispositif appelé table vibrante reproduit précisément le séisme. Pendant les 11 derniers siècles, Tokyo a subi un séisme majeur tous les 70 ans environ. Le dernier en date remonte à 72 ans. Tâtonner à travers un épais rideau de fumée artificielle aide à affûter ses techniques de survie en prévision du tremblement de terre dévastateur que l'on pense imminent. L'agence météorologique japonaise abrite le cas. Donc vous avez vu l'effet des tremblements de terre sur les structures en particulier. Le problème, c'est que ce sont des événements catastrophiques, naturels, mais qui se produisent à des intervalles de temps assez longs, si bien que la mémoire humaine souvent les oublie. Contrairement, par exemple, à des tempêtes, c'est un peu comme des inondations qui ont lieu tous les 3 ou 4 siècles. Donc, il n'y a pas une transmission par la mémoire humaine aux personnes, et c'est pour cela que, malheureusement, beaucoup de gens en France, au moins, ne sont pas tellement sensibilisés à ce risque sismique. Donc, on va voir tout à l'heure un certain nombre de généralités sur le séisme. Je vous parlerai du nouveau zonage de la France, donc les arrêtés et décrets du 22 octobre 2010. Et puis, bien sûr, je parlerai de la conception des bâtiments, c'est-à-dire quelles sont les formes à recommander et quelles sont les formes, au contraire, qui provoquent beaucoup de dégâts, donc les formes qui ont une vulnérabilité assez forte. Je vous montre un certain nombre d'images qui sont des images, des photos qui sont prises après des séismes donc, majeurs. Et donc, vous voyez là, par exemple, là c'est en Italie, il n'y a pas très longtemps. Et ce séisme d'Italie, San Giuliano, a donné lieu aujourd'hui encore à des procès qui sont en cours en Italie, parce qu'il y a des personnes qui estiment qu'ils n'ont pas été informés par l'administration sur le niveau réel du risque
Sinon, vous avez l'Algérie, 2003, Boumerdès. Ça concerne surtout des bâtiments qui sont faits à base de poteaux-poutres et des remplissages en parpaing ou en briques. C'est le mode de construction, j'allais dire malheureusement, le plus répandu autour du bassin méditerranéen. Et si on fait des statistiques sur le nombre de victimes provenant de cette typologie, comme on dit, c'est-à-dire de ce type de construction, eh bien on peut décompter dans le monde entier environ 60% des victimes qui proviennent de ce type de construction. Alors, malheureusement, les séismes ne peuvent pas être évités. Excusez-moi, il y a des slides qui sont en anglais, parce que les usages d'une conférence à l'étranger de parler non pas la langue de Molière, mais malheureusement la langue de Shakespeare. Mais de toute manière, moi je parlais uniquement en français. Donc c'était pour vous dire, on ne peut malheureusement pas éviter le séisme. Les Chinois avaient déjà essayé à l'époque de Tongkatchek, et ils sont arrivés une première fois, ils ont prévu effectivement une première fois un séisme. Et ce séisme a eu lieu exactement au moment à peu près précis où il l'avait prévu. Mais malheureusement, 6 mois après, en 1986, il y a eu un énorme tremblement de terre à Tangshan, et il y a eu, d'après l'administration, 250 000, mais on sait qu'il y a eu 800 000 morts pour un seul séisme. Donc aujourd'hui, on ne sait pas prédire les séismes. On sait simplement prédire que dans un laps de temps donné, par exemple 50 ans ou un siècle, il y a 90% de chances d'avoir un séisme. On ne peut pas vous dire qu'il va arriver dans un mois ou dans un an. Donc le seul moyen pour faire de la prévention, le seul moyen, si vous voulez, c'est de faire de la prévention. Alors la prévention se fait à base de 95% à base de dispositions sur la structure elle-même, mais vous verrez après, je vous montrerai deux diapos sur une autre manière de réduire l'effet des séismes par ce qu'on appelle une isolation, c'est-à-dire on va mettre en pied le bâtiment au niveau des fondations un filtre qui va réduire l'effet des séismes. Alors il y a une chose que beaucoup de gens confondent, c'est l'aléa et le risque. L'aléa, si vous voulez, c'est le niveau du séisme, le niveau de mouvement sismique dans un lieu donné. Ça correspond à ce qu'on appelle plus couramment le zonage sismique, que vous allez voir tout à l'heure pour la France. Mais ça, c'est l'aléa. Par contre, le risque, ce n'est pas seulement l'aléa. Le risque, c'est une convolution qui fait intervenir, si vous voulez, l'aléa, bien entendu, mais également la notion de vulnérabilité, c'est-à-dire le rapport du coût d'une réparation d'un bâtiment à son coût de construction, et ensuite le coût de l'ouvrage lui-même. Donc vous voyez qu'il y a 3 facteurs qui interviennent pour évaluer le risque. Donc ce n'est pas parce que vous êtes dans une zone qui est un fort aléa que tous les bâtiments ont le même risque. Il y a la notion de vulnérabilité de chaque ouvrage et ensuite de son coût. Alors d'où viennent les séismes? Pourquoi il y a des séismes? Eh bien, il y a des séismes parce que vous allez voir tout à l'heure, le globe constitue un certain nombre de plaques et ces plaques sont en perpétuel mouvement. Par exemple, vous allez voir la plaque africaine qui se rapproche de la plaque européenne. Et ceci se fait chaque année à base d'un déplacement qui est centimétrique. En Californie, vous avez la belle faille de San Andreas, très connue, et là, le déplacement, le glissement se fait avec une vitesse moyenne de l'ordre de 5-6 cm par an. Donc, tous les ans, les trottoirs, par exemple, se décalent d'environ 5 à 6 cm. Alors, ça, c'est la faille d'Elastin, en Algérie. À droite, vous avez Igna en Italie, c'est le séisme de 80. Alors là, on était en Turquie et à Izmit, et c'est un séisme donc, qui a eu lieu en 99 de mémoire, et vous voyez qu'il y a un déplacement de 3,70 m. On a pu le mesurer parce qu'il y a une conduite d'eau
qui s'est carrément coupé en deux, et les deux lèvres de la conduite, que vous voyez là, font 3,70 m. Le déplacement dû à la faille. Alors là-dessus, vous voyez des immeubles de construction très différentes. On va y revenir tout à l'heure. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une liquéfaction. C'est à Izmit, effectivement en Turquie, en 1999, comme je le disais. Et vous voyez ce bâtiment qui s'est renversé. Je me rappelle être passé en dessous pour voir le sol de fondation. C'est un sol qui était sableux, gorgé d'eau, avec une fondation, donc un radier général de 90 cm. Vous voyez, l'immeuble lui-même, en superstructure, n'a pas subi de dégâts. Simplement, il a eu la mauvaise idée de se coucher et de venir s'appuyer sur son voisin, parce que la liquéfaction, ce sont les vibrations du sol émises par le séisme qui font que le sol perd ce qu'on appelle sa cohérence, c'est-à-dire que ça devient un peu comme de la boue. Et donc, le bâtiment flotte un peu dessus, sauf que ce n'est pas un navire, et compte tenu de son centre de gravité en hauteur, bien, en général, il bascule. Alors ça, c'est des effets induits par le séisme. Donc vous avez des glissements de terrain. Voilà d'autres glissements de terrain également, en Italie, Géorgie. Alors, je passe parfois sur des images très vite parce qu'il n'y a pas grand-chose, et puis sur d'autres qui restent évidemment plus lentement. Alors vous avez vu d'ailleurs dans le film les incendies. Alors les incendies, malheureusement, ont toujours lieu après un séisme. Pour la raison suivante, c'est que même si on prend des dispositions pour arrêter, mettons, les gaz dans les conduites souterraines, avec des valves à fermeture automatique, ben, le gaz qui est déjà stocké dans les canalisations, évidemment, va brûler, et l'expérience montre qu'il y a toujours, malheureusement, des incendies. La ville de San Francisco, avec le séisme majeur de 1906, en fait, ce n'est pas tellement le séisme qui a fait les dégâts, c'est l'incendie, ce qui a fait dire au maire de l'époque, parce que les Américains, même maintenant d'ailleurs, ne sont pas tellement assurés contre le séisme, et évidemment, les assureurs ne voulaient pas payer puisque la population n'était pas assurée contre le séisme. Alors le maire de San Francisco à l'époque a eu une idée géniale, il a dit aux assureurs, il a réuni pour leur dire, écoutez, oui, d'accord, on n'est pas assuré pour le séisme, mais comme vous le savez, on est bien assuré contre les incendies, et donc voilà, vous devez quand même réparer. Et il a eu gain de cause. Alors il y a des effets induits qui sont également les tsunamis, vous vous rappelez de Banda Aceh en 2004, et tout ça c'est ce qu'on appelle des effets induits par les séismes, c'est des conséquences du séisme. Alors voilà l'emplacement d'un certain nombre de séismes dans le monde. Vous constatez qu'il y a 15% qui se font autour de la Méditerranée et 5% à l'intérieur des plaques. Le contour des plaques que vous voyez ici. Alors ça, c'est une autre carte qui vous montre, suivant les couleurs, donc l'importance des séismes. Bon, vous constatez qu'il y a énormément de séismes en Europe, plutôt du côté de la Grèce, de la Turquie et de l'Italie. Nous sommes en France relativement protégés, bien que sur la partie sud, et vous le verrez tout à l'heure sur une carte plus précise, donc le long de la frontière avec l'Espagne, donc le long des Pyrénées, et puis ensuite du côté de l'Alsace, et bien sûr la région PACA, on a quand même des séismes, beaucoup moins que ce qu'il y a en Italie, mais c'est quand même des séismes qui peuvent évidemment tuer. Alors, pourquoi il y a des séismes? Il y a des séismes donc parce que les plaques du globe sont en mouvement. Alors si le bord des plaques était lisse, eh bien il n'y aurait jamais eu de tremblement de terre. Mais malheureusement le contour des plaques n'a rien d'une ligne droite. Et en fait ces plaques donc, vont coulisser, comme vous le voyez sur l'image, vont coulisser au fur et à mesure. Alors si elles coulissent avec des bords qui sont lisses, il n'y aurait jamais eu de séisme dans le monde. Et malheureusement, les bords ne sont pas du tout lisses, et à un moment donné, ça bloque. Et quand ça bloque, qu'est-ce qui se passe? Bien, ça pousse, donc vous emmagasinez de l'énergie, un peu comme si vous comprimez un ressort, et à un moment donné,
la déformation est telle que ça explose et vous avez ce qu'on appelle un rebond, c'est-à-dire que toute l'énergie qui a été stockée pendant ces déformations qui ont duré des siècles parfois vont brusquement se libérer. Et quand ils se libèrent, eh bien, ça donne lieu à une émission d'ondes que vous allez voir dans un instant. Alors sur cette image, vous avez précisément les ruptures du sol quand il y a un séisme, c'est-à-dire le long des failles. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la surface, l'immense surface que cela produit. Donc là, vous voyez que vous avez d'une part, ici, ça c'est la profondeur donc, de la rupture, et vous avez ensuite la longueur. Donc vous voyez que, suivant les magnitudes, donc par exemple pour la magnitude 10, c'est le dessin en rouge, hein, et vous voyez que la longueur, on peut atteindre plus de 200 km de longueur. Donc vous avez une rupture dans la terre qui peut faire jusqu'à 10 km en profondeur, verticalement, et en longueur, ça peut faire 100 ou 200 km de longueur. C'est absolument fantastique. Alors ces émissions, cette énergie qui se libère, donc, va conduire un certain nombre d'ondes. Il y a deux types d'ondes, il y a les ondes de volume et les ondes de surface. Les premières ondes qui arrivent, c'est ce qu'on appelle des ondes P, des ondes de pression. C'est un peu comme, si vous voulez, un carambolage de voiture, donc des compressions et des tractions. Et puis ensuite, vous avez, alors ça c'est les premières, ce ne sont pas celles qui font le plus de dégâts. Vous avez ensuite les ondes de surface. Alors ces ondes de surface, vous avez les ondes qu'on appelle les ondes de Loeb et de Rayleigh. Et si vous voulez, ce sont des ondes un peu qui ressemblent, pour celui-ci, un peu à l'effet de Houlle, hein, donc ça gondole, en hauteur. Et par contre, cette onde-là avance un peu comme un serpent. Hein, vu en plan, vous voyez, c'est un peu comme un serpent. Alors, ce qui provoque le plus de dégâts, en fait, ce sont les ondes qu'on appelle les ondes S. Les S comme shear en anglais, qui provoquent donc un effet de cisaillement en pied des bâtiments. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un séisme, ce n'est pas une force appliquée, c'est une vibration qui se fait au niveau donc, des fondations, ici en bas. Et donc, il y a un effet induit dans le bâtiment, parce qu'il y a une masse qui va se mettre en vibration. Et donc, quand on multiplie une masse par une accélération, on obtient une force. Mais le séisme ne donne pas des forces, le séisme donne des déformations. C'est un peu, si vous voulez, comme si vous pouvez dire que le séisme, ça donne l'effet d'un tassement, mais en général, le tassement est vertical, et bien le tassement là, il sera à l'horizontale. Alors, il y a aussi la notion des séismes lointains et des séismes proches. Et la réponse, ça veut dire le graphique qui illustre la forme du mouvement sismique, n'est pas le même. Alors vous avez le dessin ici en bleu-vert, c'est pour un séisme qui est proche, et par contre les séismes lointains, c'est la courbe ici qui est en marron. Donc en fonction de la hauteur des immeubles, en fonction de ce qu'on appelle leur période propre, c'est-à-dire le temps qu'ils font lorsqu'ils se mettent en vibration pour décrire un mouvement complet, la période, qui est indiquée sur le dessin en pied de bâtiment. Là, vous voyez. Donc vous voyez que par exemple pour les bâtiments qui ont peu d'étages, eh bien eux vont être sensibles à des séismes proches, c'est-à-dire qu'ils se produisent à 10, 20, 30 km de distance. Et par contre, les gratte-ciels, donc c'est la partie à droite de la figure, vous voyez que les gratte-ciels, eux, vont être sensibles au contraire à des séismes lointains. Vous le verrez tout à l'heure pour Mexico. Mexico en 1980, il y a eu énormément de dégâts dans la ville de Mexico, au Mexique, et ça provenait d'un séisme qui venait, lui, de 300 km de distance. Alors, vous avez donc, au centre de la Terre, il va y avoir une rupture, une faille. Vous avez ici en rouge la faille, le dessin de la faille. Et ensuite, vous avez les ondes qui vont se propager.
et venir donc perturber les bâtiments. Alors l'énergie qui est émise au moment de cette rupture se caractérise par ce qu'on appelle la magnitude. La magnitude, en fait, c'est un logarithme, ce n'est pas une échelle contrairement à ce que disent les journalistes, donc il n'y a pas de limite. Bon, on peut dire entre guillemets que c'est une échelle. Jusqu'à maintenant, on connaît des séismes qui ont été jusqu'à 9,5. On ne sait pas dans le futur ce qui peut arriver. Pour qu'un séisme soit vraiment important, il faut compter à partir des magnitudes de l'ordre de 5, 6, à partir de 6. Alors ça c'est la magnitude, donc c'est une mesure scientifique, ça mesure l'énergie. Et par contre, il y a une autre échelle qui mesure l'intensité du séisme. C'est au niveau de la surface ici de la Terre, vous avez des bâtiments, et après un séisme, ils vont se comporter de manière différente. Il y en a qui vont s'effondrer, d'autres qui vont se fissurer, et on caractérise leur état par une autre échelle qu'on appelle l'échelle Mercalli, qui elle va de 1 à 12. Donc si un immeuble est complètement lézardé et qu'il reste s'effondrer, bon, mettons, c'est une échelle, on peut dire que ça a une échelle de, mettons, 10. Voilà. Donc, par exemple, Haïti, c'est, en échelle, c'est facilement 9, 10. Alors, pendant ce voyage, disons, des ondes à partir de la rupture jusqu'à arriver au niveau de la surface de la Terre, évidemment, le chemin peut être très différent, suivant la nature des roches qui sont rencontrées et suivant la forme, la topographie des terrains. Donc, quand vous avez par exemple des cuvettes ici, eh bien, vous avez une amplification du mouvement sismique parce qu'il y a des réflexions, des réfractions qui se font à l'intérieur de la cuvette, et on va le voir dans un instant avec le cas de la ville de Mexico. Donc, vous le voyez ici sur cette image. Ça, c'est la propagation du mouvement sismique le long du sol. Alors, vous voyez que sur le terrain rocheux qui est en gris ici, eh bien, vous avez une toute petite période, donc des hautes fréquences, et au fur et à mesure que les terrains deviennent meubles vers la droite, eh bien, vous avez donc des grandes périodes. Donc, ces grandes périodes vont venir chatouiller davantage des immeubles qui, eux, ont également des grandes périodes. Jusqu'à conduire ou se rapprocher de ce qu'on peut appeler une résonance. Alors voilà l'exemple de Mexico, donc en 85. Donc en fait, l'épicentre était ici, et l'épicentre, la vitesse, l'accélération était de 1,5 en mètres secondes carrés toujours. Ensuite, les ondes ont voyagé, ils ont fait à peu près plus de 300 km, et ils sont arrivés donc ici, et là c'est la ville de Mexico, qui, comme vous le savez, depuis l'époque des Aztèques, est fondée sur un ancien marécage, un ancien lac. Donc il y a eu amplification énormément du mouvement sismique à cause du sol qui est meuble, et donc vous voyez, on a grimpé en accélération pour atteindre 1,7. Et ce 1,7, alors qu'on était ici après 300 km de parcours, l'accélération avait considérablement baissé, on est arrivé à 0,35, donc 1,5, on est arrivé à 0,35 à cause de la distance. Et ensuite, il y a eu l'amplification par l'effet lacustre, et cela a excité donc les bâtiments qui ont des périodes de l'ordre de 2 secondes. Vous voyez ici le mouvement correspondant. Vous le voyez mieux sur le transparent suivant. Voilà, donc là vous avez ici en abscisse les périodes de vibration des bâtiments, et on a ordonné l'accélération. Vous voyez qu'il y a un pic à 2 secondes. Donc tous les bâtiments, vous les voyez ici à droite, qui avaient à peu près des périodes de vibration de l'ordre de 2 secondes, se sont mis en résonance avec ce mouvement sismique et se sont effondrés. Alors que les autres bâtiments qui avaient des périodes différentes ont eu très peu de dégâts. Alors très peu différents, ça veut dire soit des hauteurs petites, soit des hauteurs beaucoup plus grandes. Donc il ne faut pas croire que tous les immeubles de grande hauteur sont plus vulnérables que d'autres. Ça dépend beaucoup du mouvement sismique du séisme. Vous le voyez bien d'ailleurs ici sur cette image. Le pic, si le pic correspond à la période de vibration,
vibrations, ben, vous avez malheureusement énormément de dégâts. Alors sur cette image, vous voyez ici, vous avez un immeuble de grande hauteur, mais le séisme, lui, a montré son pic à une période différente. Donc ce type de bâtiment, en fait, va subir très peu de séismes. C'est d'ailleurs la règle générale, car tous ces courbes qu'on appelle des spectres de réponse, toutes ces courbes, en général, se réduisent énormément à partir de 2-3 secondes de période propre. C'est la raison pour laquelle, si par exemple, par malheur, ce n'est pas le cas à Paris, mais si par malheur la Tour Eiffel devait entrer un jour sous l'effet d'un séisme, il ne se passerait rien du tout, parce qu'elle est extrêmement souple. C'est pareil à San Francisco pour le Golden Bridge, qui a une très grande période de vibration, d'environ 9-10 secondes. Eh bien, il ne s'est jamais rien passé sur ce pont, parce que précisément, il est très souple. Alors, en ce qui concerne la France, bon, là, vous ne voyez pas très bien, mais sur la figure de gauche, vous avez le zonage tel qu'il est encore aujourd'hui, d'ailleurs, pendant que je vous cause. Et voilà le nouveau zonage qui aura lieu, qui sera applicable à partir du 1er mai de cette année. Donc, jusqu'au 1er mai, c'est ce zonage, et à partir du 1er mai, celui-là. La différence entre les deux est très importante. Donc ça, c'est le nouveau zonage. Et la différence, si vous voulez, en surface de territoire occupé est absolument énorme. On obtient maintenant, au lieu d'avoir dans l'ancien zonage environ 5000 communes touchées par le séisme, bien maintenant on arrive à peu près 20 000 communes, et en surface, ça correspond en gros à 60% du territoire. Alors les zones les plus touchées, vous le voyez ici, c'est la frontière espagnole, donc l'arc des Pyrénées. Ensuite, il y a l'Alsace et puis la région PACA. Alors, bon, ça c'est l'arrêté et le décret donc, du 22 octobre 2010. Bon, je ne vais pas trop si vous voulez m'attarder dessus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un classement d'une part du territoire en zones. Il y a 5 zones, qu'on appelle très faiblement sismiques, faiblement. Ensuite, vous avez les zones modérées, les zones moyennes, et puis les zones fortes. Les zones fortes, c'est les Antilles, pas en métropole. Ensuite, il y a les immeubles eux-mêmes, les bâtiments eux-mêmes, qui sont classés en différentes catégories. Alors, là, le bâtiment courant, c'est ce que vous voyez autour de vous si vous sortez ici dans la rue, c'est ce qu'on appelle catégorie 2. Donc, c'est les bâtiments courants. Donc, ça va de 1 à 4. Les bâtiments 1, c'est par exemple un hangar agricole. Donc, pour ce type de catégorie, pour des raisons d'arbitrage économique, on ne va pas les étudier au séisme, parce que la probabilité d'avoir des victimes est extrêmement faible. Donc ça c'est le 1. Le 2, comme je vous disais, c'est le bâtiment courant. Ensuite, il y a la catégorie 3, par exemple pour les écoles, pour des immeubles qui contiennent plus de 300 personnes. Et puis 4, qui est la catégorie la plus protégée, c'est tout ce qui concerne les secours, la sécurité, donc les grands CHU, les grands barrages, les centrales nucléaires, bien entendu. Donc tout ce qui peut conduire à faciliter les secours de manière générale. Donc en fonction de cette graduation, évidemment, le niveau du séisme qu'on prend n'est pas du tout le même. Alors pour les bâtiments courants et pour la zone 2 du séisme, qui est la zone la plus grande sur l'image que vous avez vue tout à l'heure. Par exemple, aujourd'hui, la Vendée